Bonjour à tous. Je propose que vous installiez, parce qu'on m'a précisé qu'il faut vraiment qu'on finisse à 5h30 strict, parce qu'il y a une séance de cinéma après. Bon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester, hein. Je ne sais pas quel est le film qui sera projeté. En tout cas, bienvenue à tous à cette table ronde intitulée « Les relations État-ville, levier des transitions ?» point d'interrogation. État-ville, on va l'élargir un petit peu, on sera État-collectivité. C'est vrai qu'on va parler plus particulièrement des villes et des intercommunalités, mais vu notre sujet, on va parler aussi du département et pourquoi pas aussi un peu des régions. Donc c'est vrai que de l'élargir un peu. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une table ronde déjà sur les questions de décentralisation, parce que c'est vrai que l'an dernier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses manifestations, mais c'était les 40 ans de la décentralisation. Bon, ça continue encore un peu cette année parce qu'il y a des lois de 2003, 2002, 1982, 1983. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu un prolongement de ce qu'on avait pu aborder l'an dernier. C'est vrai que en point de départ, je pense qu'on va l'aborder, la Cour des comptes, le fameux rapport annuel de la Cour des comptes, qui a été présenté, je crois que c'était début mars ou mi-mars, et était consacré justement à la décentralisation, aux 40 ans de décentralisation. Bilan, on va dire, un peu mitigé, une première période qui était plus claire, plus nette, une seconde avec des lois peut-être plus éparses et cette complexification de compétences un peu enchevêtrées. Donc, de toute façon, la Cour des comptes le dit, mais c'est vrai que c'est des constats qu'on a souvent. Donc, et avec au final le besoin peut-être d'un nouvel acte de décentralisation. On le dit régulièrement, il ne se fait pas toujours, mais bon, on est là aussi pour réfléchir. Autre chose, il y a quelques semaines, 2 semaines, vous savez qu'il y a une réforme des institutions qui est prévue, si elle voit le jour, mais bon, c'est quand même à l'agenda. Et dans cette réforme des institutions, il y aura un volet territorial, donc qui pourrait se traduire par un nouvel acte de décentralisation. Mais tout ça encore très hypothétique. Donc ça a été le lancement d'une concertation avec les associations d'élus a eu lieu donc mi-mars à l'Élysée avec les principales associations d'élus et le président de la République. Et c'est vrai que c'est plus les associations d'élus qui ont posé sur la table un peu ce qu'elles demandent. Ce qui revient régulièrement et qu'on peut retrouver dans des rapports, notamment celui de la Cour des comptes, c'est ce besoin de simplification, de clarification des compétences. Ça revient régulièrement. Tous disent qu'on ne demande pas forcément un grand Big Bang territorial, mais plus effectivement de quoi exercer vraiment les compétences. Et on va parler ici financier, de toute façon simple si on peut, parce que c'est des sujets quand même complexes, mais c'est vrai que ça revient constamment dans le discours, cette autonomie fiscale et financière qui s'est, on va dire, effilochée au fil du temps, et ce besoin de, si possible, d'y remédier. Donc ça, c'est un peu en toile de fond, on verra bien ce sur quoi ça aboutit, mais c'est vrai que c'est le contexte un peu de notre table ronde. Je vais vous présenter nos 5 intervenants. Ça va peut-être s'afficher derrière. Donc, tout d'abord, Jérôme Guton, vous êtes directeur général délégué territoire et ruralité à l'ANCT. L'ANCT, c'est la fameuse Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous êtes également préfet. Et l'ANCT est une institution assez récente, mais vous avez été préfet de département en service déconcentré pendant de nombreuses années. Vous insistiez sur cet aspect-là, parce que vous connaissez bien les territoires, vous avez beaucoup travaillé avec les collectivités, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui voyait ça de loin, si je peux dire. Vous le voyez aussi de près. Antoine O'Haraud, vous êtes vice-président d'ONCAS, mais vous êtes avant tout adjoint au maire de Dijon. Je ne me souviens plus exactement l'intitulé, mais c'est sur l'action sociale. Chaque ville a ses intitulés différents, donc des fois, donc vous avez tout le spectre de l'action sociale, et vous êtes aussi vice-président de la métropole de Dijon. Thomas Rougier, l'homme des finances, j'ai envie de dire, secrétaire général
de l'Observatoire des finances locales et de la gestion publique locale, parce que c'est plus large que les simples finances. Et c'est vrai que vous allez nous aider aussi un peu dans ce débat, de voir ce contexte financier qui a beaucoup changé. On parlait de 40 ans de décentralisation, mais depuis le début, beaucoup de choses et beaucoup d'impôts locaux qui ont disparu pour des dotations. Donc ça a pas mal changé la physionomie. Anne Terlez, vous êtes présidente d'Intercommunalité de France. Mais avant tout, vous êtes élue locale, vous êtes vice-présidente de Seine Agglomération. Oui, j'étais sûr que j'allais oublier un mot. Vous êtes également adjointe au maire de Louviers. Et également, et c'est intéressant dans le débat sur les politiques sociales et quelle réorganisation demain, vice-présidente du département de l'Eure aussi. Et Florence Varieras, donc adjointe de Strasbourg. Donc c'est un intitulé qui n'est pas fréquent, que je trouve assez beau, qui est en charge de la ville inclusive, donc qui prend tout le champ du social aussi. Mais voilà, c'est le terme générique pour tout dénommer. Ce que je vous propose, ce que je vous avais dit, c'est de commencer par un petit tour de table vraiment très rapide de vous cinq, et après qu'on ait un débat. Au maximum, on va essayer de vous donner la parole. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des constats, des questions à faire aux intervenants. Cette table ronde qui dure cette année 1h30, le but aussi, c'est de vous donner plus la parole et qu'il y ait un échange qui soit possible. Tour de table rapide. Antoine O'Haraud, j'ai envie de commencer avec vous. Peut-être de revenir sur ce fameux rapport de la Cour des comptes, ou je ne sais pas si on l'aborde après, comme vous voulez. L'idée, c'est de faire ça assez rapidement quand même. Non, il y a un petit... C'est bon, ça y est. C'est bon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le rapport de la Cour des comptes, il est assez intéressant parce qu'il balaye un certain nombre de politiques décentralisées et en particulier les politiques sociales. Et donc, il amène des éléments au débat, c'est son objectif, ce n'est pas un rapport prescriptif, c'est un rapport d'analyse. Mais il constate quand même que sur les politiques de solidarité, il y a un manque de clarté dans le qui fait quoi. Aujourd'hui, voilà, les communes, les intercommunalités en tout cas certaines, les départements évidemment qui sont chefs de file des solidarités mais sans clause de compétence générale qui a été supprimée avec la loi NOTRe, fait que les régions qui peuvent avoir aussi des compétences en termes notamment de développement de l'emploi ou d'insertion. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui les politiques sociales en complémentarité de l'État, 40 ans après, ne sont pas forcément très lisibles pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et donc il invite les acteurs à réfléchir sur le bon niveau d'intervention. Et c'est là que j'émettrai un avis, c'est que je pense que les communes sont le premier échelon, et on l'a dit ce matin dans les discours d'ouverture, sont en première ligne pour l'accompagnement social des personnes les plus en difficulté. Ce qui est intéressant de regarder dans les évolutions des années dernières, c'est que la création des intercommunalités, et moi je vis cette chose-là à Dijon avec la métropole qui a été créée avec la loi MAPTAM et qui nous a permis d'acquérir des compétences sociales qui ont été transférées du département vers la métropole. Et aujourd'hui, la métropole gère le FSL, le FAGE, mais aussi le service de premier accueil, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en responsabilité l'accueil de tous les publics, quelle que soit la composition, même des familles qui étaient historiquement dédiées au département. On accueille absolument tout le monde et la métropole a créé des points d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire en complémentarité de ce que font les CCAS. C'est-à-dire qu'on a créé des lieux uniques où vous avez les travailleurs sociaux du CCAS et les travailleurs sociaux de la métropole issus des compétences du département qui sont dans un lieu unique, et donc on essaye de simplifier au maximum pour les usagers l'endroit où ils peuvent trouver une réponse à leurs difficultés. Beaucoup plus visible pour eux, effectivement. C'est plus visible pour les usagers et c'est l'objectif. L'objectif, c'est voilà, de lutter contre les non-recours et de faire de l'accès aux droits. Et en ayant ce lieu unique réparti, alors ces lieux uniques, parce qu'on en a ouvert 8 sur le territoire de la métropole, ça permet comme ça aux gens de savoir qu'il y a un endroit unique où ils peuvent aller et où en plus des travailleurs sociaux métropolitains et des CCAS, on a des partenariats avec la mission locale par exemple qui vient y tenir des permanences, avec la CAF qui vient... En fait on a fait des sortes de maisons France Service mais avec le CCAS et le service social métropolitain. Et c'est un exemple qui fonctionne vraiment bien.
notamment sur l'identification des publics qui sont les plus éloignés de l'accès au droit. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, on verra ce que donnera l'expérimentation des territoires zéro non-recours, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces lieux qui permettent d'identifier l'endroit où on peut avoir accès au droit. Et ça pose la question, je le vois, j'en parle d'un point de vue métropolitain, mais de la pertinence aujourd'hui du département sur un territoire très urbain et très intégré comme le nôtre. Alors Lyon a été au bout du schéma parce que du coup ils ont supprimé le département pour donner l'ensemble des compétences à la métropole de Lyon. Mais je pense que sur d'autres métropoles, c'est aussi une question qui doit être posée aujourd'hui, à la fois sur les compétences sociales, mais aussi sur d'autres compétences, en particulier au regard du fait qu'aujourd'hui les départements, en termes d'action sociale, ils sont parfois très limités. Et on se souvient du débat il y a c'est pas si vieux, quelques années, sur la recentralisation du RSA qui était demandée par les départements parce que les départements se trouvaient exsangues financièrement entre la décentralisation de 2004 avec donc les transferts d'argent qui ont été décidés à cette époque-là mais qui n'ont pas évolué, en particulier après la crise de 2008 où les bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité ont explosé et donc voilà, les restes à charge pour les départements aussi. Donc cette question-là, elle doit vraiment être posée aujourd'hui sur le bon niveau et le bon échelon avec une nécessaire simplification. Puis un dernier mot, c'est quand même la place et le rôle de l'État là-dedans. L'État, il a une vocation, et ça, il ne faut surtout pas lui enlever, c'est de garantir le pacte républicain. Donc le RSA, qu'on habite à Lille, à Marseille, à Strasbourg ou à Brest, c'est le même partout, et ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qui permet de garantir la cohésion de la nation une et indivisible. Mais par contre, l'État décentralisé, ou déconcentré, pardon, l'État déconcentré, aujourd'hui, il n'a plus les capacités de faire. C'était l'année dernière, je crois que c'était Louis Schweitzer qui avait eu cette phrase au congrès de l'UNCAS qui disait l'État, il y a beaucoup de barreurs, mais il n'y a plus beaucoup de rameurs. Et en réalité, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans nos territoires, c'est qu'il y a encore quelques chefs qui permettent de gérer la relation avec les opérateurs de l'État, mais l'État n'est plus en capacité de faire. Et Pierre Moscovici, je ne dis pas de bêtises, ce matin, parlait d'État déconcentré à l'os. À l'os, c'est ça. Oui, Pierre Moscovici le disait dans son intervention. Et c'est une réalité. On le voit par exemple sur les questions liées à la lutte contre le sans-abrisme, qui est une compétence qui n'a jamais été décentralisée parce que dans les lois de fer, c'était un angle mort à l'époque où il n'y a pas eu du tout de réflexion autour de la question du sans-abrisme. Et on le voit aujourd'hui où c'est l'État qui en a la responsabilité, mais sans les collectivités locales. Nous, c'est 4 millions d'euros par an qu'on met en termes de fonctionnement entre le CCAS, la ville et la métropole. Et si on n'abonde pas les politiques de l'État, il n'y a pas de lutte contre le sans-abrisme sur le territoire. Je vous ai parlé du fonctionnement, puis je ne vous parle pas de l'investissement. Quand il s'agit de rénover un centre d'accueil de jour pour les SDF, ou si la collectivité n'est pas là pour mettre au pot, les choses ne se font pas. Et donc, on a encore aussi tout un champ de compétences qui, aujourd'hui, n'a pas été balayé dans les lois de décentralisation et qu'il faudra peut-être aussi remettre au débat au moment de l'hypothétique loi à venir, peut-être, sur le sujet. Je m'arrête là. Merci. C'est vrai que vous avez balayé un peu toutes les thématiques. Il y a aussi cet aspect de relation entre l'État et les collectivités. Je sais que dans les interventions des uns et des autres, on va venir sur cet aspect-là, où des fois les relations sont très bonnes, des fois elles sont beaucoup moins bonnes. Il y a eu l'époque du Covid qui a créé quelques tensions qui ont pu se lever dans certains cas, pas toujours. Là aussi, ça dépend les territoires. Et par rapport à ce que vous disiez, parce que c'est vraiment pas dans la culture française, ça pourrait vous dire aussi une organisation à la carte. Vous parliez notamment de département, d'avoir un département présent, voire même avec un rôle peut-être renforcé, peut-être dans des territoires plus ruraux, et alors que dans les territoires très urbains, de plus avoir des départements. C'est pas la première fois qu'on l'aborde, l'exemple de ce qui s'est passé à Lyon, on avait dit que ça pourrait faire école. Bon, ça n'a pas fait école du tout. Mais bon, la question se pose parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon les territoires. Donc pourquoi pas adapter les territoires selon ce type de besoins ? Les besoins ne sont pas les mêmes, effectivement, mais à côté de ça, on a eu une évolution de l'organisation des collectivités locales avec la loi NOTRe, où on a quand même créé aujourd'hui des intercommunalités qui sont des intercommunalités plus solides qu'elles ne l'étaient. Avec le seuil de 15 000 habitants, ça permet quand même aujourd'hui, et je ne veux pas entamer ce que vous allez dire, mais sur la défense des intercommunalités, mais on a aujourd'hui des intercommunalités et qui rentrent dans le champ social.
C'est-à-dire que quand on fait du périscolaire à la campagne, quand on fait de l'accueil de petite enfance, ça, ce sont déjà c'est déjà une première porte d'entrée, en particulier dans le milieu rural. Et donc, la question du transfert d'un certain nombre de compétences du département vers les intercommunalités, je pense qu'elle doit quand même être posée. Parce que les intercommunalités, ça reste les maires. Ce sont les élus locaux, ce sont les maires qui animent les intercommunalités et qui décident des orientations politiques des intercommunalités. Et les conférences des maires qui existent dans quasiment toutes les intercommunalités, c'est bien voilà, l'élu local de proximité qui continue, le bloc communal qui continue d'être compétent en proximité immédiate avec les problématiques d'un territoire. Donc, bien sûr, ça nécessite de la péréquation, mais il faut peut-être qu'on aille au bout de cette idée-là, qui avait été instruite instaurée par les lois Chevènement, puis renforcée par la loi NOTRe, et d'aller vraiment au plus près des besoins, et effectivement d'avoir peut-être une différenciation entre les besoins d'un territoire urbain, d'un territoire rural, qui sont peut-être pas les mêmes, mais donc de pouvoir aller au plus près des problématiques en confiant à l'intercommunalité d'autres plus de compétences sociales qu'elles ne l'ont aujourd'hui. Jérôme Guton, une réaction sur ce que vous entendez. Vous insistiez aussi sur cet aspect de relation entre l'État et les collectivités qui n'est pas, qui est un peu tendu aujourd'hui. Comme je dis, ça dépend des territoires, mais globalement... Je ne sais pas si elle est plus tendue que d'ordinaire. C'est pas forcément mon sentiment. Je veux d'abord préciser d'où je parle. J'ai effectivement une très longue expérience territoriale, sous-préfectorale ou préfectorale, mais mes fonctions actuelles sont au sein d'un opérateur de l'État, d'un opérateur national de l'État qui s'appelle l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui n'existe que depuis 3 ans. Enfin en tout cas depuis le 1er janvier de 2020, qui est né, si je veux dire, quelques mois avant le Covid, ce qui n'a pas évidemment simplifié son organisation, et qui est issue elle-même, cette agence, de fusions successives. En gros, la DATAR, l'agence de la cohésion sociale, la direction de la politique de la ville, celle à laquelle on fait faire ou on anime les contrats de ville sur le territoire, mais également l'ex-EPARECA, un établissement public qui travaillait, certains d'entre vous le savent, pour la réhabilitation de centres commerciaux dans des quartiers un peu délicats, où le privé intervient un peu, ou répugne à intervenir. Et enfin, l'agence du numérique, qui était issue de Bercy. Donc c'est toute une organisation qui travaille sur les sujets de la politique de la ville, sur les sujets territoriaux. Je travaille plutôt pour ma part sur les sujets territoriaux, sur les sujets numériques, sur toute une série, avec un observatoire des territoires qui donc a repris les compétences de toute une série d'autres institutions. Un opérateur de l'État, ça veut dire un établissement public. Les CRTE aussi, excusez-moi de vous... Et effectivement, d'une manière générale, les contrats de territoire, les CRTE, comme les contrats de ville, ou encore récemment... Je pense à Bourges, il y a dû y avoir des revitalisations de sites de défense, ou à Châteauroux, pas loin. Voilà, les contrats territoriaux, mais toujours à travers les préfets et les services déconcentrés dans leur ensemble, et notamment les DDT. Donc les services déconcentrés que les CCAS évidemment connaissent par cœur, et qui en effet, c'est vrai, sont à l'os. D'ailleurs, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, n'est pas le seul à l'avoir dit. Le président de la République, les premiers ministres successifs récents l'ont dit aussi. Sauf que la contrainte budgétaire et les difficultés d'organisation d'un grand paquebot comme l'État compliquent évidemment la réaction. Je voudrais dire néanmoins que l'État cherche régulièrement à se réorganiser. Par exemple, avec ses opérateurs, il y a toute une série d'opérateurs, dont la NCT, ou l'ADEME, ou le CEREMA, ou les agences de l'eau. Et le préfet, aujourd'hui, est de plus en plus le délégué territorial de ces établissements publics, de telle sorte de donner un peu de cohérence à l'ensemble, et de pouvoir présenter un front commun dans les relations entre les services déconcentrés et les élus de la République. Les contrats de ville, comme les contrats de relance et de transition écologique, qui d'ailleurs les embrassent, sont aussi un outil pour afficher un front commun
et pour proposer une vision d'ensemble. Je prolonge ce qu'on entendait lors de la précédente table ronde. Moi, je suis frappé de voir qu'en fait, il y a en permanence un besoin de proximité, un besoin de relations proches, un besoin d'échange entre les différents acteurs, un besoin de meilleure identification du rôle de chacun. Et c'est évidemment sur le territoire que ça doit se passer, dans les communes et les intercommunalités, au premier chef, les communes et les intercommunalités qui sont évidemment au service desquelles l'Agence nationale de la cohésion des territoires et ses délégués territoriaux se trouvent. Alors moi, évidemment, en tant que fonctionnaire de l'État, astreint à un devoir de réserve et de neutralité, je peux évidemment pas me prononcer sur les hypothèses ou les suggestions aux législateurs faites par mon voisin à ma gauche. Je ne me prononce pas là-dessus. Je dis simplement que ce qu'il faut éviter, c'est, dans l'ambition, par aspiration d'une simplification, parvenir à une complexification. Parce que très souvent, ça nous est déjà arrivé, depuis 50 ans, on procède comme ça en France. On veut simplifier et au final, la loi de simplification aboutit à une complexification du dispositif. Au point d'ailleurs que, pour ma part, j'ai même, en plein mois d'août l'année dernière, été appelé par des élus désespérés d'une grande métropole française dont je tairai le nom et qui s'adressaient à la NCT parce qu'en fait, ils ne savaient plus à qui s'adresser. Ils appartenaient à une métropole, mais ils n'avaient pas encore parfaitement cerné les responsabilités de chacun. J'ajoute que ce qui est possible outre-mer, moi j'ai servi en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le point extrême de l'évolution institutionnelle française, ce qui est possible, voire souhaitable, outre-mer, voire dans des territoires très spécifiques comme la Corse, n'est pas nécessairement souhaitable, de mon point de vue, je me trompe peut-être, dans l'Eure ou dans le Cher où nous sommes. Sauf à accepter une complexification supérieure, parce qu'il faut bien voir que les hommes et les femmes que nous sommes souhaitent avoir, pour une partie d'entre eux en tout cas, une certaine mobilité, et donc passer d'un système à l'autre. La dernière chose sur laquelle je réagirai, au risque d'être un peu long dans les propos de mon prédécesseur, c'est sur la relation entre les maires et les intercommunalités. Je connais les revendications des uns et des autres. Moi, évidemment, mon job, c'est sur territoire et ruralité notamment, mais c'est vrai pour la politique de la ville ou le numérique, c'est de rencontrer chacune des grandes associations nationales d'élus. Je travaille particulièrement avec Intercommunalité de France, bien sûr, notamment sur les contrats de territoire, mais aussi avec l'AMF, mais aussi avec l'Association des départements de France, Région de France, bien sûr l'UNCAS et j'en oublie. La vision de chacune des associations n'est évidemment pas la même, et c'est normal compte tenu de leurs adhérents. J'ai une certitude, c'est que quel que soit le système ou le contexte institutionnel, c'est, comme dans tous nos sujets sociaux, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Et donc le vrai sujet, par exemple, pour l'intercommunalité, la relation entre les compétences des communes et de l'intercommunalité, c'est pas forcément les choix qui ont été faits localement ou par le législateur, localement par délégation ou par le législateur. La vérité, c'est la gouvernance de l'intercommunalité qui est un sujet depuis le début, et c'est une affaire d'hommes et de femmes. Donc il y en a certaines qui marchent vraiment de manière absolument harmonieuse et exemplaire, et d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Mais je n'y vois pas en tout cas d'impossibilité pour avancer dans l'intérêt général. Merci. Durant le débat, on reviendra sur ces CRTE. Je rappelle un contrat de relance et de transition écologique, même si la relance, ça s'éloigne un petit peu. Mais et question, cette idée de contrat unique ou un début de contrat unique, s'il y aura un intérêt à l'élargir et notamment d'avoir un volet santé sociale. Bon, on le verra durant le débat. Alors, notre tour de table est un petit peu plus long que ce que je pensais, mais c'est pas grave, on aborde des questions qu'on a abordées après. Interlès, vous avez le micro. Alors, comme vous voulez. C'est vrai que je pensais à Thomas Rougier, mais si vous voulez dire un mot, on est pour une organisation du territoire souple, donc soyons aussi souples dans notre débat. Donc, Thomas Rougier, alors,
Comme je le disais, 40 ans de décentralisation, la fiscalité, les finances ont bien changé, hein, beaucoup d'impôts, et ça continue, qui ont été supprimés, donc beaucoup de dotations, et même le système des dotations change, cette notion de conditionnalité. Il n'y a pas que ça, mais dans un premier tour de table rapide, je ne sais pas sur quoi vous voulez insister plus. On peut effectivement, dans mon rôle de secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique, par rapport à la thématique, je me suis concentré sur les sujets financiers. Et très rapidement, je me suis dit que finalement, les enjeux financiers, c'était souvent des tests grandeur nature de la qualité de la relation entre l'État et les collectivités. Et en réfléchissant à quelques enjeux qui pouvaient être assez révélateurs dans les années qui viennent, j'allais dire les années, mais c'est les mois qui viennent, j'en vois 4. Effectivement, ces dotations de l'État vers les collectivités, la TVA, la fiscalité territorialisée ou ce qu'il en reste, et puis cette notion de dépenses publiques, qui est une notion qui est partagée par tous les acteurs, et peut-être avec un petit bémol. Alors si je peux un peu de stigmatisation sur les dépenses publiques, voilà. Sans revenir au contrat de Cahors, mais quelque chose qui pourrait y ressembler, disons. Alors pour commencer, on peut commencer sous cet angle-là, sur la partie effectivement dépenses publiques. Il est planifié des revues de dépenses, donc on va s'adresser à tous les acteurs publics. Et on va dire où on en est de ces dépenses publiques. Et ce qui se passe depuis quelques années, et ce n'est pas lié à ce gouvernement, c'est plus ancien que ça, mais ça s'est plutôt renforcé sur les dernières années, c'est qu'on aboutit, le résultat, à une forme de stigmatisation de la dépense dite de fonctionnement. Et alors c'est facile pour moi de venir ici vers vous, les CCAS c'est 95% de dépenses de fonctionnement, mais les communes dans leur ensemble c'est 60-70% de dépenses de fonctionnement. Donc les compétences sont essentiellement portées par la section dite fonctionnement. Alors c'est comptable en fait, mais ce terme n'est pas très bon du coup, parce qu'il laisse à penser à certains qui ne creusent pas pour ça que c'est une espèce de fonctionnement de l'administration locale. Ça n'a rien à voir. Ça comprend le fonctionnement de l'administration centrale, mais ça n'a rien à voir. Donc ça c'est un enjeu pour les mois qui viennent, vraiment très très fort. L'investissement, c'est quelque chose d'important pour notre territoire et notre pays, et les collectivités sont des acteurs de cet investissement, surtout l'investissement public, puisqu'il est l'investisseur principal. Mais ces dépenses de fonctionnement, quelle que soit la forme qu'elles prennent, que ce soit des frais de personnel, des subventions, des contingents versés, le secteur associatif, parfois c'est des prestataires privés, hein, c'est même pas que entre acteurs publics. Il faut que l'État, dans sa relation aux collectivités, apprenne que la dépense de fonctionnement, c'est parfois le socle d'une compétence. Et à l'inverse, il faut que les collectivités, effectivement, rentrent dans des cycles d'évaluation, de démarches de communication aussi sur ce qui est fait avec cette dépense publique locale. Et à mon avis, on y gagnera tous. Sur les recettes, peut-être sans le faire très très long, mais dotation TVA et fiscalité territorialisée, les dotations, on est un petit peu au bout de course. Alors, je ne reviens pas sur les raisons techniques de ce qui c'est reconnu par tout le monde. Et l'État et les collectivités savent qu'on est à un carrefour sur la relation sur les dotations. Il se passe en ce moment quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a une conditionnalité assez forte qui apparaît. En tout cas, les montants nouveaux qui apparaissent et qui sont fournis aux collectivités locales, c'est le fonds vert. C'est des filets de sécurité très ciblés pour... il y a eu la crise Covid, puis filets de sécurité sur les dépenses énergie. Donc, c'est des dépenses nouvelles et c'est des dotations nouvelles, mais du coup, on les cible et on demande aux collectivités de rentrer dans un cadre qui est décidé au niveau national. Alors, c'est très compatible avec des grandes ambitions en matière environnementale, par exemple. Donc on peut imaginer un engouement et que l'État insuffle quelque chose d'assez fort, d'assez violent sur la rénovation des bâtiments, certes. Mais par rapport à l'autonomie et au principe de libre administration... Et ben voilà. Donc par rapport aux 40 ans de décentralisation, on est en train d'inverser un processus qui était celui d'une plus grande liberté et d'une plus grande autonomie. Et voilà. Mais la contrainte financière est là. Donc on comprend pourquoi on a un ciblage plus fort. Mais la réponse qui sera fournie, là aussi au cours des mois ou peut-être des années prochaines, sur cette conditionnalité ou non, ou sur la répartition de ces dotations, sera un des enjeux de la relation entre l'État et les collectivités. Et sur la fiscalité, deux choses très rapidement. Les collectivités, et vous ne sentez pas exclus de ça, parce que les communes, ça va arriver l'année prochaine, et puis c'est déjà dans les intercommunalités, il y a l'arrivée de cette TVA. C'est plus de 50 milliards. Donc, il y a 1/5 des recettes des collectivités locales qui sont des reversements de TVA. C'est une recette qui n'existait pas. Hein.
Donc on peut souligner en cela une forme d'adaptation des collectivités. Alors pour l'instant, ce n'est pas très dur parce qu'il y a plutôt une dynamique de la TVA qui est perçue par les territoires. Mais il faut d'ores et déjà, à mon sens, pour une qualité de la relation, anticiper 2 choses. Il y aura une année où il y aura une baisse de TVA. Il y aura un jour 5% de baisse, ou peut-être 10% parce que ça sera une crise un peu plus grave. Donc il faut anticiper en amont ça et pas le gérer dans l'urgence. Et par ailleurs, les territoires sont en train de percevoir des montants de TVA très différents puisqu'ils sont liés aux ressources qu'elles avaient précédemment. Ce n'est pas injuste, ça a été plutôt bien fait, mais à l'instant T, il y a des intercommunalités qui vont percevoir quelques euros par habitant de TVA et d'autres qui vont être à 300 euros de TVA par habitant. Et ça, c'est un enjeu colossal. C'est beau pour les départements aussi, il y a de gros écarts, c'est-à-dire comment on répartit cette recette, peut-être autrement, parce qu'en plus, une grande partie de la dynamique, c'est tout le monde prend la même chose. C'est pas durable dans le temps. C'est pas durable. C'est comme les dotations, finalement. Donc on sait qu'entre cette TVA et puis les dotations, il va probablement se passer quelque chose. Donc voilà sur les dotations. Et la territorialisation, c'est un enjeu des relations entre les collectivités et l'État. Parce que la dernière grande taxe qui reste, alors, ce sont essentiellement des taxes sur les propriétaires. Donc là, c'est un enjeu plus large que notre débat là. Mais en tout cas, il y a quand même un enjeu sur cette concentration de la fiscalité territorialisée sur les propriétaires. Suppression de la taxe d'habitation. Là, il y a suppression de la CVAE qui était payée par les entreprises. Donc on a une territorialisation qui porte énormément ou majoritairement dans le bloc communal sur le foncier bâti, avec un enjeu de la révision des valeurs locatives. Donc on pourrait se dire, bon, ça c'est technique, c'est interne. Mais la qualité de ce qui ressortira de cette révision des valeurs locatives sera extrêmement parlant pour la qualité de la relation entre l'État et les collectivités. Et ça vaut pour les 2 acteurs. C'est-à-dire que la réforme des valeurs locatives, on doit réviser ses bases. C'est déjà fait pour les locaux commerciaux, les locaux professionnels. Bon, là, il devait y avoir une révision, ça a été repoussé. Bon, voilà, c'est un peu technique, mais en tout cas, mais il y a un enjeu colossal et ça engage les services de l'État, parce qu'il va falloir le faire de façon suffisamment juste et avec une qualité telle que ça sera peu contesté. Mais ça vaut aussi pour les services. Parce que je pense que cette réforme des valeurs locatives, là c'est un avis plus personnel, ne peut pas se faire sans une implication forte, notamment dans les intercommunalités, des services qui vont pouvoir suivre et qualifier cette fiscalité. Il y aura les commissions, enfin, c'est assez technique, mais en tout cas, la révision régulière de ces valeurs locatives, histoire qu'on ne retombe pas sur le débat, qu'on finisse par faire cette réforme et qu'on ne retombe pas sur le débat dans 5 ans ou dans 10 ans. Sinon, on aura perdu notre temps. Merci. Ah oui, super concis sur des sujets assez complexes. On reviendra peut-être sur cette notion de dépenses de fonctionnement sur laquelle il faut communiquer, redonner ses lettres de noblesse, parce que on s'entend dans la caricature, c'est vrai que c'est un peu la mauvaise dépense et la bonne dépense serait la dépense d'investissement. C'est quand même plus que caricature, disons. Mais donc je pense que c'est surtout un congrès des CCS, c'est intéressant de revenir sur cet aspect-là. Interlès, alors on a dit tout à l'heure que, je ne sais plus si c'était Antoine O'Haraud, sur le fait de la montée en puissance de l'interco sur les compétences santé et sociale. Vous voulez peut-être revenir sur cet aspect-là ? Oui, peut-être en quelques mots ou en quelques chiffres. Oui, les intercommunalités, d'abord je rejoins ce qui a été dit, elles sont ce que les élus en font. Voilà, c'est vraiment une question de gouvernance. L'intercommunalité, c'est d'abord un projet de territoire qui est composé, écrit par les maires des communes qui sont ses membres. Donc c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. C'est pas une structure ad hoc qui tombe de... Absolument. Et je fais souvent d'ailleurs le comparatif avec Intercommunalité Europe, parce que souvent l'intercommunalité est aux communes ce que l'Europe est aux États membres. Quand ça va bien, c'est grâce aux communes, ou aux États membres. Quand ça va moins bien, c'est la faute de l'intercommunalité. Moi, je me bats beaucoup contre ça parce que c'est finalement assez facile. Et surtout, elle est ce qu'on en fait, nous, quoi. C'est vraiment notre responsabilité. Donc effectivement, les intercommunalités montent en puissance sur ce sujet, peut-être singulièrement depuis la loi NOTRe, puisqu'effectivement, on arrive à une taille plancher de 15 000 habitants, et que les intercommunalités les plus rurales, les Comcom, se sont souvent organisées parce que nécessité fait loi pour mener ces politiques et mutualiser leurs moyens. Donc elles étaient déjà très avancées finalement. La ruralité est beaucoup plus avancée en termes de mutualisation et d'action sociale, enfin d'action sociale, de santé sociale, que peut-être les territoires un peu plus urbains. Mais force est de constater aussi qu'avec la crise sanitaire, il faut bien qu'elle ait quand même quelques avantages, cette crise sanitaire. En tout cas, il y a eu des belles pratiques, des belles expériences
France et il faut capitaliser là-dessus. Les intercos plus urbaines montent également en puissance. Donc aujourd'hui, à telle enseigne d'ailleurs que le président d'Intercommunalité de France, parce que je ne préside pas Intercommunalité de France, je suis que vice-présidente, mais je préside la commission cohésion sociale. C'est une commission toute nouvelle que le président m'a confiée au début de notre mandature, c'est-à-dire il y a presque 3 ans maintenant. Elle n'existait pas avant parce que, comme chacun le sait ici, ce n'est pas une compétence historique des intercommunalités. Peut-être juste dire un mot quand même sur le rôle des communes sur ces sujets d'action sociale. Il se trouve qu'effectivement, je suis aussi vice-présidente du conseil départemental de l'Eure et qu'au début du mandat, c'était un nouveau mandat pour moi en 2021, le président m'a confié la responsabilité de mener des assises des solidarités immense concertation pour redessiner, réécrire notre pacte social à l'échelle des grandes transitions qui sont les nôtres que nous connaissons, parce que finalement c'est une vraie révolution ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc la question de la démographie, du numérique, de la crise climatique, et tout ça dans le contexte de crise sanitaire que nous avons connu. Et donc on a voulu, je fais cet aparté parce que c'est vraiment important, on a voulu connaître les priorités des habitants de l'Eure. On a voulu savoir ce qu'ils connaissaient de nous, parce que finalement, au fond, ils ne connaissent pas grand-chose. Et voilà. Et ça donne, parce que c'était un sondage très sérieux, IFOP, sur beaucoup de ménages, il y avait du quantitatif, du qualitatif. Et quand on leur a demandé, il y a une question qui m'a frappé, les réponses à une question, ces réponses m'ont frappé. Quand on leur pose la question... Si vous avez un souci financier, social, vers qui vous tournez-vous ? Il ne cite jamais le conseil départemental. Il ne cite absolument pas les associations caritatives. En fait, d'abord, ils disent à 83% qu'ils se tournent vers leur entourage familial et amical. Et s'ils n'ont pas d'entourage familial et amical, vers qui se tournent-ils ? Vers la mairie. Voilà, donc il faut le redire et le réaffirmer, toute vice-présidente d'intercommunalité que je suis, en matière d'aide, de solidarité, l'échelon le plus connu par nos concitoyens, et c'est quand même extrêmement important, c'est bien la commune, donc les CCAS que vous représentez aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas vu les résultats qui étaient présentés ce matin du baromètre de l'action sociale, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, et de loin vraiment la commune et... L'interco arrive, parce que je pense que c'est moins identifié par les gens, parce que ça arrive assez bas, et le département, même surprise, qui arrive même après la région. Oui, le département est absolument pas connu, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est que finalement, c'est quasiment pas le département qui verse les prestations. Donc, voilà. Donc la CAF, par contre, est bien identifiée. Pas pour la solidarité, mais comme opérateur, oui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut en tenir compte parce qu'on a quand même une exigence aujourd'hui démocratique d'assurer ce lien social. Et il faut qu'on se mette au diapason de nos concitoyens. Et les habitants de nos territoires, voilà, s'ils identifient la commune, c'est avec, bien sûr, la commune qu'il faut travailler. Ça ne remet pas en question, pour moi, les autres échelons territoriaux, et certainement pas l'intercommunalité. Alors, pour parler d'intercommunalité, donc des intercos qui montent en puissance sur ces questions de cohésion sociale, et pour autant, avec un rôle, alors d'abord un rôle qui doit être défini pour moi, pas tant par la loi, parce qu'on a eu notre big bang territorial avec la loi NOTRe, et nous, notre posture, c'est plutôt d'aspirer à une stabilité des périmètres et des compétences. Voilà, maintenant, il faut qu'on bosse. Par contre, les choses doivent se faire d'abord en complémentarité au sein du bloc local, voilà, commune, intercommunalité, avec les autres échelons et opérateurs de l'État, évidemment, avec ses services déconcentrés, mais également la CAF. Et puis, il faut surtout qu'on arrive à penser complémentarité, donc chef de file. Voilà, on estime à Intercommunalité de France que le bon échelon, pour tout un tas de politiques publiques, c'est quand même le bassin de vie. Alors pourquoi le bassin de vie ? Et on pense que les intercommunalités, a priori pour la plupart d'entre elles, ont plutôt un périmètre assez cohérent avec le bassin de vie, parce qu'on ne peut pas penser santé sociale sans penser les grandes compétences historiques de l'intercommunalité. J'en cite quelques-unes, mais évidemment le développement économique. Si on parle développement économique, on ne peut pas ne pas se pencher un peu sur l'insertion professionnelle et sociale quand même, c'est mieux. Les questions des mobilités.
Évidemment, la question de l'urbanisme, et avec l'urbanisme, je pense logement habitat, voilà, les questions de mixité sociale, de répartition de l'habitat social sur l'ensemble du territoire, les questions d'urbanisme favorable à la santé, l'armature même du territoire, quand on parle de centralité et puis de pôle d'équilibre. Voilà, on sait bien aujourd'hui que s'il y a trop de kilomètres à faire en voiture pour avoir accès aux services du quotidien, eh ben, on grève le budget de nos habitants. Et donc, en fait, l'intercommunalité pense son projet de territoire, en principe, avec cette idée qu'il faut qu'on arrive à préserver le reste à vivre des ménages. Et comme chacun le sait, le budget des ménages, il est essentiellement grévé par se loger. Voilà, c'est le carburant en ce moment, c'est quand même juste un sujet. Voilà. Donc comment on fait pour préserver ce reste à vivre avec les leviers qui sont les nôtres, c'est-à-dire des compétences historiques, et puis bien sûr après, selon ce que la gouvernance décide et le projet de territoire, des compétences qui sont plus sociales. On a évidemment les contrats de ville, maintenant c'est une compétence obligatoire des intercommunalités, mais on a des contrats locaux de santé, mais en fait on a les plans climat, air, énergie, territoire dans lesquels il y a obligatoirement un volet énergie, etc. Et donc il faut s'adosser à ce projet de territoire pour penser tout le reste à mon idée. Voilà, ce projet, il est imaginé par les élus qui, en principe, quand même, pour leur majorité, parce qu'on connaît le refrain tous pourris, mais en majorité sont quand même connectés à leurs habitants. Donc ils sentent bien quels sont les besoins. Puis après, on a des possibilités d'objectiver avec l'analyse des besoins sociaux. À l'échelon, alors des CCAS, c'est obligatoire, mais à l'échelon intercommunal, c'est hyper important. Et donc, du coup, de faire ce projet de territoire. Et après, faisons alliance. On doit faire alliance avec une relation de confiance qui doit être la base de nos relations. Moi, j'entends trop souvent, c'est trop facile de dire ah ben non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la CAF. Ah ben non, les services de l'État, vraiment, c'est pas possible, etc., etc. Et donc, il faut qu'on ait ce projet de territoire à l'échelon du bassin de vie, qui est le bassin vécu par nos habitants, en relation de confiance, en alliance territoriale très forte avec l'ensemble des acteurs, des partenaires institutionnels, y compris l'ARS, y compris les départements, et on pourra agir sur ce reste à vivre des ménages de manière constructive. Merci. On reviendra sur cette notion du bassin de vie de chef de file, voire aussi après avec le département. Florence Varieras. Floriane, et je crois que c'est la deuxième fois que je vous appelle Florence. C'est pas grave. Excusez-moi. Certaines choses qui ont pu être dites avant, ça a pu peut-être résonner, plutôt qu'un grand Big Bang territorial. Quand on avait échangé, vous me disiez que ça ne vous convainquait pas vraiment. En plus, il a déjà eu en partie lieu. Des fois, c'est de façon plus basique, le besoin d'améliorer les relations entre les différents partenaires, et notamment avec l'État local, disons. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le territoire à la carte, je pense que c'est déjà un peu le cas. En fait, Lyon n'a pas les mêmes compétences que Strasbourg. À Strasbourg, on a une délégation du département qui n'existe plus, qui s'appelle Collectivité européenne d'Alsace. Oui, votre cas est très à part. Ouais. Donc, cas à part, mais en fait, quand on regarde de près, chaque territoire est un peu un cas à part. Donc c'est aussi, peut-être que ça ajoute aussi de la complexité, de la lisibilité des habitants et habitantes, de savoir qui fait quoi au final. Et je pousse une porte, mais pour avoir de l'aide, pas pour... Je me fiche peut-être de savoir quelle est la collectivité qu'il y a derrière. Et collectivité locale, mais pareil pour l'État. On a dit relation État-ville, mais de quel État on parle? Est-ce qu'on parle, je les ai notées, toutes les institutions avec qui on est en contact avec le CCAS. Donc j'ai noté la DIAL, la DIR, la DRETS pour la commissaire de lutte contre la pauvreté, la préfecture, la DETS, l'ARS. J'en ai sûrement oublié. Et avec chaque institution et ses acronymes, on a des conventions qui sont des leviers pour le territoire et pour les habitants. Avec la DIAL, on a l'expérimentation du logement d'abord. On se pose la question d'ailleurs de comment est-ce que ça va être une transition plus large et comment on va vraiment changer de système. Et est-ce que c'est la direction qu'on prend? Avec la DIR, on a aussi des conventions. Enfin bref, je vais pas faire la liste.
Et ce qu'on observe à Strasbourg, à l'échelle communale, c'est que selon à qui on s'adresse, on n'a pas les mêmes relations, parce qu'en effet, derrière, c'est aussi de l'interpersonnel. C'est le bon numéro que les services vont avoir et vont réussir avec qui, le chargé de mission qui va permettre de pouvoir avancer plus vite, parce qu'il y a une accointance à un moment donné. Et du coup, ça a des limites. Quand tout va bien, personne ne se plaint. Et quand ça va un peu moins bien, c'est plus la même chose. Des leviers pour le territoire, je disais, donc ce qui me semble important peut-être, c'est de revenir sur la commission de lutte contre la pauvreté. Donc il y a le pacte de solidarité qui devrait avoir. Le ministre ce matin parlait que ça serait en lien avec les départements et les intercommunalités, sans parler de la place des CCAS. Et pour moi, c'est un grand point d'interrogation pour la suite, car je pense que les CCAS ont un rôle important. Vous l'avez dit à l'instant, en effet, la mairie est identifiée comme une porte vers laquelle on va très facilement. Et d'ailleurs, les habitants, et même quand pour des choses qui ne sont pas de sa compétence. Tout à fait. J'allais le dire, quand un habitant voit un problème dans une ville, il ne va pas dire que fait le département, que fait la préfecture, c'est-à-dire que fait la ville. Quand il y a un campement qui s'installe dans une commune, de personnes avec des situations administratives souvent très complexes et dans une détresse forte, avec un respect des droits humains qui, à mon sens, n'est pas là. L'habitant lambda ne se dit pas que fait. Quelle grande réforme va pouvoir résoudre ces problèmes? L'habitant se dit que fait la ville. Et on observe que le désengagement, je le dis comme ça, sans offenser personne, sans vouloir offenser personne, le désengagement sur certaines politiques, que ce soit sur l'hébergement, alors un désengagement pas chiffré, parce que les chiffres disent que le nombre de places d'hébergement n'a jamais été aussi important, et pour autant le nombre de personnes à la rue ne l'a jamais été non plus. En tout cas, un désengagement structurel, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, c'est comment on repense l'accès aux droits, comment on repense l'accès au logement dans un point de vue plus global. Finalement, le sans-abrisme est un symptôme de dysfonctionnements plus globaux qu'il faut pas juste saupoudrer d'appels à projets par-ci par-là. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mince. Vous parlez de... Le désengagement de Oui. l'État sur des publics structurels. C'est pareil pour... tout à l'heure, on parlait, j'étais à la table ronde à l'accès aux droits, le recul de services publics, où on a été mis devant le fait accompli, nous, collectivités, quand la CAF n'a pas réouvert des antennes après le Covid, quand la dématérialisation opérée dans les préfectures a été faite, et ce qui reporte tout sur les CCAS ou sur la CIMAD ou sur les autres associations qui peuvent faire de l'aide aux personnes étrangères notamment, parce que c'est elles, je pense, qui sont les plus touchées, mais pas qu'elles. Et bien tout ça, on se retrouve, nous, devant le fait accompli, et on se retrouve à devoir répondre tant bien que mal aux problématiques qui se posent à nous, avec des dotations qui restent au même stade. On n'a pas des moyens supplémentaires, donc on peut activer à l'échelle communale des leviers fiscaux, le dernier qui nous reste, en tout cas la taxe foncière. Choix qu'on a fait à Strasbourg pour pouvoir notamment augmenter le budget du CCAS, pour pouvoir augmenter le budget des solidarités, mais arrive à un moment donné où le nombre de personnes que l'on peut avoir à disposition ne va pas combler le désengagement d'autres institutions à côté. Et le problème ici, c'est pas... je sais que les moyens de la préfecture sont aussi moins importants et qu'ils ont moins le temps et qu'ils sont tout autant débordés. Je sais qu'à la CAF, c'est pareil. Je sais qu'à la CPAM, c'est pareil. C'est pareil partout. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais concerté. On nous demande pas, on nous dit pas, voilà, on a des moyens limités, mettons-nous autour de la table et choisissons les priorités qu'on se donne. On n'est jamais concerté pour pouvoir affiner ses priorités, parce que je pense qu'il y a un défaut de confiance. Je le vois pas autrement. Et après, par contre, on se retrouve devant le fait accompli et on se retrouve à devoir gérer le mécontentement des habitants, la colère aussi parfois. À Strasbourg, on a les centres médico-sociaux et donc on fait l'accompagnement, l'action sociale de proximité. On observe une hausse
de la colère de personnes qui arrivent à l'accueil. On a dû des fois embaucher des vigiles, ce qui est aberrant, mais parce que les gens sont à bout. D'avoir un courrier de la CARSAT qui leur dit revenez, on vous donnera une réponse dans 18 mois pour pouvoir affiner votre dossier pour la retraite, et ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Et donc du coup, tant qu'il n'y aura pas cette confiance et qu'on n'arrivera pas à être associés à la table, parce que bon, c'est pas nous dans notre ville qui allons changer la face du monde, hein. On fait plein de choses et on les fait bien, je pense, mais à un moment donné c'est plus structurel et ça nous dépasse. Et tant qu'on ne sera pas associés et qu'on nous écoutera pas en confiance, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver la solution en tant que telle. Et c'est pas en demandant, je pense intimement que c'est pas en demandant des analyses à des cabinets X, Y, Z et à les multiplier qu'on va réussir à trouver une réforme qui sera à la hauteur des enjeux. C'est vrai que vous avez employé un mot important, hein, qui est la confiance, hein. Ça, c'est pas forcément une grande réforme. C'est peut-être aussi, voire plus compliqué à obtenir, mais c'est ça qui est nécessaire. Donc peut-être avant de continuer notre débat, voir si vous avez déjà des questions, des remarques par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous avoue, moi j'ai la lumière qui arrive dans les yeux, je ne vois pas bien. Non? On continue, vous avez vu une main levée, non? Ah, monsieur, on va vous donner un micro. Ah oui. C'est vrai que le micro est une denrée rare. On mutualise, du coup. Oui. Bonjour. Donc, Jules Maximin, CCAS du Aubert en Martinique, c'est-à-dire dans l'Outre-mer. Bon, tout ce que vous avez dit là, bon, je dois vous dire qu'il y a un déphasage complet entre l'Outre-mer et la réalité des crises. Même s'il y a certaines choses qui se rejoignent. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de spécificités. Il y a beaucoup de spécificités et le service public est vraiment en recul dans les Outre-mer en général. Et non seulement ils sont en recul, et les politiques, les publics, par contre, on se rejoint là-dessus, les CCAS, les communes sont là où tout arrive. Parce qu'au fait, vous savez que dans les Outre-mer, le recours aux droits, c'est pratiquement 40%, hein, 40 à 50%. Vous savez que lorsqu'on dit, comme j'ai entendu ce matin, que 80% des personnes peuvent faire le recours aux droits, ce n'est pas du tout ça. Hein. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a ces informations, il faut beaucoup utiliser les connaissances et pas l'analyse objective des droits. Lorsque vous savez qu'il y a une déréglementation, par exemple, on parle d'intercommunalité, compétences de l'intercommunalité au niveau du social, je vais vous dire que c'est inapplicable en Outre-mer. Hein? Enfin, c'est inapplicable et surtout en Martinique. Hein? Parce que lorsque, par exemple, je vais vous donner un cas précis pour illustrer mes propos, lorsque vous avez une intercommunalité, on parle du social, donc il faut tenir compte beaucoup du bassin de vie. Vous avez une intercommunalité de 18 communes, mais qui a 3 bassins de vie très différents, avec des pratiques très différentes. Vous pensez bien que ce n'est pas ce niveau-là qui est appréciable. Donc, vous voyez un certain nombre de questions qui nous interpellent. Et c'est vrai que nous affinons nos recherches et nous entendons effectivement prouver autre chose. Parce qu'en fait, là, en Outre-mer, c'est la démission totale. C'est la démission totale et nous avons vraiment des nouvelles ingénieries que nous tentons de mettre en place avec nos moyens, nos faibles moyens, mais c'est ni le département, enfin, de toute façon, on n'a plus. Vous savez, comme dans les Outre-mer, il y a une variété de dispositifs. Hein, c'est-à-dire que si en Martinique et en Guyane, il y a la collectivité territoriale, en Guadeloupe, il existe toujours les deux territoires. En Réunion, il existe les deux. Mais au fait, ce n'est pas les mêmes pratiques. Hein, c'est pas les mêmes. Et puis, il y a des questions. On ne va pas rentrer trop dans le détail, excusez-moi, monsieur. Oui. Mais,
Oui, vraiment dernier mot, parce qu'il faut qu'on... Oui, non, mais j'allais clôturer parce que justement, j'ai voulu limiter, mais en même temps, j'ai voulu vous dresser un tableau de la situation. Mais de toute façon, on va y revenir, puisque nous allons, je pense que prochainement, nous avons fait une sorte de congrès des DOM à La Réunion. Et je pense que là, vous allez pouvoir comprendre réellement la vraie situation. Enfin, en tout cas, on va l'exposer. D'accord. Merci pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il y avait une autre réaction. On reviendra vers vous à la fin si vous avez des réactions. Est-ce qu'on revient sur un peu ce fameux CRTE? Et alors, ça peut paraître un peu technique, mais c'est quand même dans les relations qui pourraient évoluer avec on sait que la contractualisation est souvent compliquée avec moult dispositifs, on en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas toujours à la même échelle territoriale. Donc, c'est vrai que c'est complexe. Est-ce que Intercommunalité de France, c'est un de vos souhaits qu'effectivement il y ait cette dimension, une dimension santé sociale dans les CRTE? Et c'est vrai que moi, j'aimerais aussi voir la réaction de Jérôme Guton et de Antoine Aoro, mais c'est sans être un Big Bang, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça pourrait paraître logique de prime abord. Internet, oui, peut-être un mot là-dessus. Sur les CRTE, il faut reconnaître que c'est Intercommunalité de France qui avait fait la promotion de cette forme de contractualisation. Toujours demandeur d'un contrat unique. Voilà, un contrat unique, parce qu'on vient d'entendre une plaisanterie là, au sujet des micros en disant on va lancer un appel à projet parce qu'il n'y a pas assez de micros. Eh bien, nous n'en pouvons plus des appels à projet, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. La preuve, quand on présente un programme de dire il n'y a pas d'appel à projet, il part avec un gros avantage. C'est certain, on le dit. Certain. Mais je me souviens qu'à Intercommunalité de France, au lendemain du premier confinement, là, au moment justement de la relance, etc., on avait cherché à recenser tous les appels à projets de tous les ministères. Voilà. On n'a même pas réussi. Et en fait, du coup, je m'en étais ouvert au cabinet d'une ministre que je connaissais et qui me disait, mais nous, membres du cabinet du ministère machin, nous n'avons pas pu non plus recenser ce que faisaient tous nos collègues. Donc, ça faisait quand même un peu peur. Ouais. Donc, ce contrat unique qu'on appelait nos voeux, c'était le bon moment pour le proposer. Aujourd'hui, il est déployé dans la plupart des territoires. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour qu'on ait ce volet social du CRTE, c'est-à-dire que ce contrat de relance et de transition écologique puisse intégrer ce volet santé sociale. Est-ce qu'il est à l'échelle de l'interco? Je sais pas si ils ont été signés à l'échelle des intercos, effectivement. Ils couvrent d'ailleurs la majeure partie de la population française. Voilà. Et donc, on se disait, le contrat de ville peut l'intégrer, mais aussi le contrat local de santé, mais aussi le programme alimentaire de territoire. On n'a pas parlé encore d'alimentation, mais c'est une des grandes préoccupations quand même en matière de solidarité, l'accès à une alimentation durable. Le rapport du Secours catholique met la lumière là-dessus et c'est un sujet, à mon idée, prioritaire pour les années à venir, etc. etc. Petite enfance aussi, la convention avec les la conventions CAF. Territoriales globales maintenant se signent plutôt à l'échelon des intercommunalités. Si ce n'est à l'échelon de l'établissement public, au moins à l'échelon géographie. Et donc, du coup, on se disait, autant avoir... D'abord, ces CRTE n'ont de sens que s'ils sont adossés au projet de territoire. Voilà, et quand même, dans la majeure partie des intercommunalités, il y a un projet de territoire, avec un volet social, forcément. Et donc, mettons en place cette contractualisation unique, pluriannuel, qui nous donne aussi de la visibilité, de la lisibilité d'ailleurs des politiques publiques à l'échelon du bassin de vie sur plusieurs années. Et alors, force est de constater que ce volet social manque aujourd'hui, que les CRTE ont pu être signés, mais ils sont de qualité inégale, variable, inégale, vous le dites, donc je peux le dire aussi, que effectivement, dans la mesure où l'État déconcentré est à l'os, comme le disait la Cour des comptes, forcément c'était compliqué probablement dans la mise en œuvre. Donc je pense que c'est plutôt c'est la bonne philosophie et la bonne méthodologie. Et d'ailleurs, elle s'inspirait aussi de ce qu'on a pu faire, parce que si on va sur ces questions de relations ville-État ou État-collectivité, on a vu quand même des évolutions
au moins, mais je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a des barreurs et pas assez de rameurs, mais au moins ça marque le cap. Et la création de la NCT, pour moi, c'était plutôt, voilà, c'est aussi assez intégrateur. Toutes les propositions, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, etc., permettaient aussi d'avoir une émergence intégrée de projets, voilà, où on pouvait mobiliser plusieurs politiques publiques au service d'un projet. Bon, ben, le CRTE, ce qui était moins le cas avant, effectivement. Ce qui était beaucoup moins le cas ces avant. Types de politiques sont vraiment nouvelles. Hein. Oui, tout à fait. Et à mon idée, bon, on tâtonne encore un peu, mais on peut s'améliorer. Et effectivement, donc, on plaide pour ce volet social du CRTE. Jérôme Guton, sur est-ce que vous êtes monsieur CRTE à la NCT? C'est bon. Oui, il y a un lien avec tout ce qui a été évoqué, y compris tout à l'heure, hein, avec la confiance, avec la notion de coopération, avec tous les sujets qui ont été abordés dans cette séance, mais même dans la séance précédente. Le sujet, en fait, c'est la coopération. C'est la coopération de tous les acteurs. Donc, prenons un exemple concret auquel un CCAS ou un CCIAS est très régulièrement confronté. C'est une situation psychiatrique dans un contexte où la psychiatrie est sans doute appauvrie, ou en tout cas des moyens relativement limités. On ne peut pas traiter, un CCAS ne peut pas traiter ce sujet-là tout seul. Il est obligé de travailler avec, bien sûr, le secteur psychiatrique concerné, mais aussi avec peut-être la police ou la gendarmerie, voire la police municipale, quelquefois les services techniques, quand il s'agit de vider un appartement de plusieurs tonnes de déchets pour essayer de repartir, de repartir à zéro. Et je pourrais presque dire le service juridique de la collectivité, parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Il y a des droits, des libertés publiques qu'il faut respecter en France. Donc, en fait, c'est un travail collectif. Même chose pour un campement, qui soit un campement de populations qui sont là depuis 5 siècles, je pense notamment au Berry, ou un campement de migrants arrivés très, très, très récemment. On ne peut pas le traiter, une collectivité ne peut pas le traiter, ou l'État ne peut pas le traiter sans effectivement la CAF, sans peut-être l'assurance maladie, sans l'éducation nationale. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a une forte nécessité de coopération immédiate. Et ce n'est pas forcément dans nos habitudes. On n'a pas forcément le réflexe de faire ça. Et même quand on le fait, il y a des sujets tabous, il y a des choses qu'on n'aborde pas. Il y a des déontologies spécifiques à chaque agent, à chaque fonctionnaire. Une assistante sociale a sa déontologie. Un infirmier psychiatrique, parce qu'on voit rarement les médecins, a sa propre déontologie, un policier a sa déontologie, un magistrat a sa déontologie, et les sujets ne sont pas toujours évoqués de manière complète. Et pour cause, parce qu'encore une fois, il y a des règles et des éthiques à respecter. Mais de mon point de vue, la coopération est toujours la solution. Le CRTE, c'est la forme, j'ai envie de dire, très supérieure d'une coopération globale. Donc, ce n'est pas un outil de travail quotidien. C'est simplement un cadre général de dialogue pour l'État, les communes, les intercommunalités, mais aussi, si possible, le département ou la région. J'ai jeté un coup d'œil au CRTE de Bourges tout à l'heure. Le département est signataire, la région est signataire. Et d'ailleurs, je vous le recommande, c'est un excellent document qui montre bien que la collectivité et ses différents partenaires recouvrent l'ensemble des sujets que nos citoyens, nos concitoyens sont en droit d'attendre. C'est un exercice difficile parce qu'en fait, c'est presque encyclopédique d'aborder tous ces sujets-là. Encore une fois, regardez ce CRTE, et il y en a d'autres encore plus complets et encore plus précis. C'est un exercice presque encyclopédique. En même temps, c'est une vision d'ensemble. Ça a beaucoup d'ennemis, la vision d'ensemble. Ça a beaucoup d'adversaires. Dans nos systèmes franco-français, c'est vrai au sein de l'État, c'est puissamment vrai au sein de l'État, mais c'est vrai à un moindre degré dans une collectivité. Chacun travaille dans son couloir de nage. Il y a les services administratifs et puis il y a les services techniques. Il y a des établissements publics et il y a des structures ministérielles, il y a des services déconcentrés. Chacun travaille dans son couloir de nage. Donc quand il faut s'astreindre à faire une récapitulation, une vision d'ensemble comme celle-là, sur un territoire donné, ce qui force d'ailleurs le niveau national à mettre le nez dessus
parce que c'est plus facile, évidemment, de travailler à un niveau conceptuel ou abstrait au niveau ministériel. Quand on travaille à l'échelle du bassin de vie, parce que c'est du bassin de vie qu'on parle, c'est évidemment... Là, on ne peut pas faire semblant. C'est les vrais sujets qui sont abordés. Et dans ces CRTE, alors je vous rappelle simplement qu'il y a en France actuellement 842 ou 843 contrats de relance et de transition écologique. Il m'en manque encore 4 en métropole, qui sont d'ailleurs des petites communautés de communes à l'échelle de 10 000 habitants. Et je crois 3 sont manquants également en Guyane, parce que, comme ça a été suggéré tout à l'heure, l'ingénierie est beaucoup plus difficile, beaucoup plus rare, beaucoup plus limitée dans les DROM. Donc c'est particulièrement sensible en Guyane. Mais enfin, la France entière, outre-mer et métropole, est couverte d'outils qui sont déjà très aboutis pour certains et plus approximatifs pour d'autres. Mais la France, de ce point de vue-là d'ailleurs, cette unité indivisibilité de la République et du CRTE, c'est le contraire de l'appel à projet. C'est le contraire de l'appel à manifestation d'intérêt, dont effectivement les ministères abusent, les établissements publics de l'État abusent, et, pardonnez-moi, les départements et les régions abusent, parce qu'ils font exactement la même chose. Quand on n'a pas d'argent pour tout le monde, on fait un appel à projet, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Les CRTE, c'est pour tout le monde, de manière égalitaire, mais c'est évidemment compliqué, et ça contrarie beaucoup d'intérêts spécifiques, de corporatisme. Ça peut blesser les spécialistes qui n'ont pas envie de rendre compte de leur action. Or, pour demain, et je termine là-dessus, pour demain, on a des enjeux, tout à l'heure, Mme Terlez l'a rappelé, des enjeux numériques, des enjeux démographiques, des enjeux en matière de transition écologique, de transition énergétique et d'enjeux démographiques qui sont absolument colossaux. Que, en tout cas, dans les 30 ou 40 dernières années, on n'avait pas connu. Et je fais le rapprochement entre l'investissement et le fonctionnement. Ça peut paraître un peu artificiel, mais quand même. L'idée de mettre le paquet sur l'investissement, ce qui est particulièrement dur pour un CCAS qui ne vit que de fonctionnement, c'est d'essayer... Il peut y avoir un lien. Quand on met, par exemple, des panneaux solaires sur des bâtiments publics, quand on fait de la réhabilitation énergétique sur un bâtiment public, quand ça vaut pour l'État, ça devrait valoir pour l'État, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de panneaux solaires sur les bâtiments de l'État. C'est le mauvais élève, le très mauvais élève de la classe. Il y en a déjà quelques-uns sur les bâtiments publics des collectivités, et il en faudra demain sur les logements sociaux, bien sûr, les bailleurs sociaux. Pourquoi ? Pour faire baisser les charges de fonctionnement, et notamment les charges considérables en matière énergétique, qui sont une contrainte folle pour nos bailleurs aujourd'hui. Donc il y a quand même un lien entre l'investissement et le fonctionnement. De la même manière, quand on réhabilite énergétiquement une piscine, avec des panneaux solaires par-dessus, de l'isolation tout autour et un chauffage par géothermie, on réduit de manière massive le fonctionnement, et on rend service durablement à la collectivité tout entière, le monde, semble-t-il, hélas, en dépendant aujourd'hui. Voilà. Donc le sujet commun de tout ça, c'est la coopération. En tout cas, à la NCT, c'est vraiment dans cet esprit qu'on travaille aux collectivités, aux côtés des collectivités territoriales, et notamment au premier chef des communes et des intercommunalités, parce que c'est inséparable, et avec l'aide des services déconcentrés modestes, ils jouent le jeu. Moi, de la même manière que j'ai énormément d'admiration pour les CCAS, parce que dans les moments durs, les préfets ont évidemment immensément besoin de CCAS sur 1000 sujets qui sont les plus compliqués de la Terre. De la même manière, je suis admiratif de la manière dont certains services déconcentrés, alors pas tous, des hommes et des femmes là aussi, ont pu réussir à monter des systèmes un peu innovants, des programmes. Je prends l'exemple d'ACV ou de PVD, ou surtout France Service, que vous connaissez. France Service, avec maintenant... Alors, il y a des collectivités qui étaient déjà très en avance sur France Service, déjà depuis au moins 15 ans, mais avec des maisons de services publics. Mais aujourd'hui, c'est 13 partenaires autour de France Service, avec à peu près 2500 bientôt maisons ou espaces France Service, portés
la plupart du temps par des communes et des intercommunalités. C'est vraiment, là encore, on revient au bassin de vie, avec 13 partenaires, dont la CAF qui a été citée tout à l'heure, mais aussi le Pôle emploi, l'assurance maladie, etc. Et c'est une manière, sans doute bête et méchante, mais efficace, de réintroduire sur le terrain une partie des services qui étaient proposés auparavant, et avec notamment une dimension numérique. Je dis ça parce que dans mon portefeuille à NCT, il y a France Service, et on essaye de faire en sorte que les conseillers numériques puissent prêter la main dans les maisons de France Service, puisqu'on sait que les personnes, hommes et femmes dont vous vous souciez et vous occupez tous les jours, sont évidemment mis en difficulté particulièrement grave sur les sujets numériques. Et si j'en crois une intervenante de tout à l'heure à l'écran, ça risque pas de s'arranger demain. Merci. Antoine Hoareau, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la coopération. Juste un mot, parce que j'ai croisé tout à l'heure le directeur du CCS de Saint-Jean-de-Luz, et ils viennent d'inaugurer une maison France Service qui est installée dans le CCS. Je n'ai pas l'impression que ça soit très fréquent. Donc je vois là, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais une interaction entre les services, c'est intéressant. De toute façon, une interaction. C'était le cas déjà dans les maisons des services publics. France Service, c'est que le nouveau nom des maisons de services publics qui était déjà promu avant. Non, c'est vraiment intéressant ce que vous disiez, Monsieur le Préfet, sur l'idée de la coopération. Mais on a quand même été, et permettez-moi d'exprimer cette petite suspicion quand même malgré tout, les contrats de Cahors qui ont été quand même à l'origine de la relation entre le président de la République et le gouvernement précédent et les collectivités. Un contrat, normalement, il faut être deux. Et un contrat, justement, c'est de la coopération où on dit ensemble, on va travailler ensemble. Le contrat de Cahors, ce n'était pas un contrat. C'était l'État qui imposait la limitation de l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités. Et donc, on réinversait le rapport de force, ou en tout cas la relation entre l'État et les collectivités, qui avait été instaurée depuis les lois Defferre, où quand on relit les débats, c'est vraiment intéressant de relire les débats de 82 à l'Assemblée, où il y a effectivement un transfert de compétences, mais il y a aussi un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que les élus locaux deviennent responsables devant les citoyens des décisions qu'ils prennent. Et là, quand on nous impose avec les contrats de Cahors, alors, qui heureusement sont morts avec le Covid, ça a aussi un bon effet du Covid. Heureusement qu'il y en a eu quelques-uns, les contrats de Cahors ont disparu, mais on sent quand même qu'il y a toujours cette petite suspicion de la part de l'État envers les collectivités locales. Mais ça revient avec la revue des dépenses publiques. Je vous renvoie aux déclarations de Bruno Le Maire il y a 3 semaines, un mois. Qui de nouveau remettait de la suspicion et réévoquait l'idée que l'État allait pouvoir contrôler ou allait devoir contrôler de manière plus précise les dépenses de fonctionnement des collectivités. Mais c'est exactement du même registre, c'est ce que disait Thomas Rougier sur la fiscalité. La suppression de la taxe d'habitation, c'était quand même l'impôt. Alors certes, il n'était pas forcément très juste, mais c'était l'impôt qui permettait à chaque concitoyenne, chaque concitoyen d'avoir une relation fiscale avec sa collectivité. Aujourd'hui, la relation fiscale, elle ne se fait que sur les propriétaires. Ça pose quand même une vraie question sur le pacte de cohésion sociale et la relation, en plus, dans les communes qui sont les lieux mêmes de la démocratie. Le premier échelon de la démocratie, il se fait au niveau des communes. Et d'ailleurs, il suffit de voir qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que les maires qui sont encore un peu identifiés et surtout pour lesquels les gens ont encore confiance, auprès desquels les gens ont encore confiance. Et donc, quand on rompt ce lien fiscal et en ne faisant porter la fiscalité que sur les propriétaires, mais c'est exactement la même chose qu'avec la suppression de la CVAE. On nous a dit qu'il faut supprimer un impôt de production. Ce n'est pas un impôt de production, la CVAE, ça vient après la production. C'est un impôt qui est fait sur la valeur ajoutée. Donc, quand on veut avoir une relation entre le bassin d'emploi, le bassin économique et puis la collectivité, c'est effectivement un impôt qui était intéressant. Aujourd'hui, il est supprimé. Donc, en fait, on vide de substance et on vide les collectivités de leur capacité à leur capacité fiscale et donc de leur capacité à innover. Et en parallèle de ça, on leur met des contraintes avec des contrats qui n'en sont pas. Donc, la relation quand même entre l'État et les collectivités, alors ça vient de loin, hein, et puis ça vient aussi peut-être du fait qu'on a un président de la République qui n'a jamais été élu local. C'est quand même aussi quelque chose de nouveau.
Voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé avant. Et donc, il ne sait pas ce que c'est que d'être maire, il ne sait pas ce que c'est que d'être conseiller départemental ou même conseiller régional. Il ne sait pas la relation directe qu'on a tous les jours avec les gens et comme on dit, qu'on est à portée de baffe et qu'on le fait parce qu'on aime ça. Et puis parce qu'on a envie de faire en sorte d'améliorer la situation dans nos communes et d'améliorer la vie des gens. Et il ne sait pas cette relation qu'on peut avoir avec les gens. Et donc, on voit qu'il y a voilà, au fur et à mesure un changement dans leur relation. Donc, si demain, il doit y avoir un nouvel acte de décentralisation, on doit aller au bout de cette logique-là, au bout de la logique de dire on transfère certes des compétences, mais on transfère de la responsabilité et on donne de l'autonomie aux collectivités. Le CRTE, c'est un magnifique exemple de quelque chose qui fonctionne. Donc oui, mais c'est un contrat parce que c'est un contrat qui engage et c'est un contrat où tout le monde est volontaire. Mais et je termine sur le pacte des solidarités qui a été évoqué par ma collègue Floriane. J'ai participé j'ai représenté l'UNCAS dans toutes les réunions de concertation sur la préparation du pacte des solidarités. On a poussé pour que la contractualisation elle se fasse à l'échelle des communes, en particulier pour les communes qui sont les plus en difficulté. Je suis très inquiet du discours du ministre qu'on a entendu ce matin, parce que pas une seule fois, il a prononcé le mot commune en l'associant avec pacte des solidarités. Ce qui est un changement par rapport à ce qu'on a dit et ce qu'il lui-même nous a dit dans les phases de concertation et dans les réunions de concertation qu'on a pu avoir. Mais le pacte des solidarités, si on veut qu'il ait vraiment un impact, c'est à l'échelle de la commune et des intercos qui doit être signé. Alors, il a parlé des métropoles, mais les métropoles, il n'y en a que 22 en France. Il y a plein d'autres territoires qui doivent aussi pouvoir être concernés par la contractualisation. Et vraiment, je suis très inquiet sur le discours. Alors, c'est dommage, il n'est pas là, on n'a pas pu en débattre derrière, parce que c'est peut-être juste un oubli. On va lui donner le bénéfice du doute. Il aurait été là, on aurait pu lui poser la question directement. Mais c'est quand même assez problématique de réaffirmer le rôle de chef de file des départements sans imaginer avoir une contractualisation avec les CCAS, avec les communes, dans le cadre de ce pacte des solidarités. Parce que qui est-ce qui va réellement le mettre en œuvre, le pacte des solidarités ? C'est nous. Oui, court, s'il vous plaît. Non, de toute façon, moi, je travaille chez un opérateur, donc je ne travaille pas à la préfecture ici à Bourges. Non, simplement dire qu'on a en fait un vrai sujet, de mon point de vue, dans toutes nos structures. C'est vrai à Paris dans un ministère, c'est vrai dans une agence, c'est vrai dans une collectivité, de redistribution ou de répartition des moyens dont on dispose. Ça, c'est un vrai sujet. Je l'ai vu sur le difficile lancement de ces contrats de territoire tout neufs et très ambitieux quand même, de tout porter, la relance, la transition écologique, les autres transitions dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça portait sur quoi ? Ça portait généralement sur une personne ou deux personnes dans chaque territoire qui a embrassé tout le travail. Pourquoi ? Parce que toutes nos structures, et c'est pareil à Paris, bien entendu, c'est exactement pareil à Paris dans un ministère ou un établissement public. Donc ça veut bien dire que toutes nos structures qui sont fort anciennes et qui viennent quasiment de l'ancien régime, ont des difficultés en permanence à s'adapter. C'est pas simple. Il faut énormément de courage pour un ministre ou pour un maire ou pour un président d'intercommunalité de tenter de redistribuer ou de réajuster éventuellement le travail. Je ne parle pas des CCAS parce que les CCAS, j'ai envie de dire, c'est un bloc d'équipes dont on sait qu'on a besoin en permanence et qui sont confrontés immédiatement au réel. Mais ça n'est pas forcément vrai de toutes les autres équipes dans une structure parisienne, régionale, départementale, intercommunale ou locale. Et cette difficulté-là, elle n'est pas négligeable par rapport au partage des sujets d'investissement et de fonctionnement. Or, nous allons être confrontés, nous sommes déjà confrontés, nous étions probablement déjà confrontés, mais apparemment il y a un certain nombre de gens qui ne le savaient pas, à des défis absolument impressionnants. Les responsables publics, évidemment, sont en charge de les relever coûte que coûte. Et ce travail-là, il sera fait partout. Donc pour la transition écologique, en tout cas, compte tenu des compétences des communes et des intercommunalités, parce qu'elles sont compétentes, ces intercommunalités, notamment en matière d'eau, en matière d'habitat, en matière de déchets, et j'oublie de logement, j'oublie toute une série de sujets. Donc ça veut dire que la transition écologique, ou plus exactement ce qu'on appelle la planification de la transition écologique territorialisée, elle se fera ici et là. Et comme l'a dit la Première ministre récemment, sans les collectivités, il n'y aura pas de transition écologique. D'où l'enjeu, évidemment, de ces contrats de territoire et surtout du travail individuel de chacun,
y compris, pour ne prendre qu'un exemple, parce que ça, c'est un souci pour les CCAS, comment faire en sorte, j'ai vu des stands là-haut d'EDF ou d'autres opérateurs, comment faire en sorte pour que chaque famille réussisse à relever ces défis considérables. On a vraiment beaucoup de boulot. Merci. Il ne nous reste pas énormément de temps, une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, monsieur au premier rang. Bonjour, Jean-Daniel Denmont, adjoint au maire commune des Avirons, vice-président de CCAS, île de la Réunion. On a à peu près 12 000 habitants. On regarde par rapport au sondage qui a été fait, on voit la place du conseil départemental. Aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à la décentralisation, puisque l'action sociale, le chef de file, c'est le conseil départemental, tout pour ce qui est action sociale. Moi, j'ai plus l'impression, le chef de file de l'action sociale chez nous, comme dans tous les CCAS, c'est le CCAS. On impulse, on fixe le cap, on est là en train de solliciter tel ou tel partenaire, on essaie de coordonner tout sur le territoire, mais on n'est pas le chef de file, on n'a pas les moyens. On est obligé de supplier un peu de financement par-ci, un peu de financement par-là, parce qu'il y a de réels besoins sur le territoire. Et on se rend compte que finalement, il y a des amis, des PST, Pacte Solidarité Territoriale, là je parle de la Réunion, par rapport au Conseil général. Il y a des conventionnements sont souvent fixés par les autres et nous, on n'a qu'à signer. Il y a des appels à projets qui durent 1 an. Après, le dispositif s'arrête, on recrée un autre dispositif. Il n'y a pas véritablement de continuité. Et dans le même temps, on entend parfois des institutions nous dire, par exemple, pour un centre social, non, c'est pas au CCAS de porter un centre social, il faut donner à une association, c'est peut-être mieux. Écoute, on fait du développement social local, on fait de l'animation sociale locale. Sur notre territoire, on est régulièrement sollicité, comme on dit, avec les habitants. Ils viennent vers qui? Ils viennent vers le CCAS. C'est à nous d'apporter une première réponse. Et souvent, eh bien, malheureusement, on est démunis. Les gens sont en colère. Ben, ils viennent voir le CCAS, ils viennent voir le personnel, ils viennent voir les élus. Et dans le même temps, donc, on se rend compte que les choses n'avancent pas. On n'a pas de personnel, on ne peut pas faire véritablement de l'accompagnement social par rapport aux familles qu'on peut aider. Ce que je voulais apporter dans ce débat, c'est... Court, s'il vous plaît, oui, hein, parce qu'on approche de la fin. Je termine juste en disant, dans cette réflexion sur une future décentralisation, il est peut-être important qu'un volet du conseil départemental soit peut-être redistribué vers le CCAS et qu'il y ait de véritables dotations. On n'a pas besoin de passer par des subventions, collectivités, mairies, subventions. On n'a pas besoin à chaque fois de faire des appels à projets pour gagner un moment 5 000 €, à un moment donné 30 000 €, à un moment 20 000 €. Il serait peut-être temps de réfléchir qu'on soit véritablement le chef de file de l'action sociale et qu'on donne véritablement les dotations en conséquence. Merci. Révolutionnaire comme proposition. Antoine O'Haraud, vous voulez réagir? Juste un petit mot très court par rapport à ce que vous dites et qui est très très juste sur le fait que la réalité fait qu'aujourd'hui, le chef de file des solidarités, c'est le CCAS qui est en première ligne. Mais il faut se souvenir d'où ça vient par rapport au département. On est en 2015. La gauche est majoritaire partout. Je le dis encore plus facilement que je viens du Parti Socialiste et que j'en suis encore membre. Oui, il y en a encore. Donc, oui, en 2015, voilà, le PS est majoritaire absolument partout, dans les grandes villes, dans les départements, dans les régions.
Et il y a les premières discussions qui arrivent sur la loi NOTRe. Et en contrepartie de la suppression de la clause générale de compétences qui était demandée par le gouvernement auprès des départements qui refusaient absolument, et ben du coup, il est écrit dans la loi que le département devient le chef de file des solidarités humaines et territoriales. Ce qui fait que c'est une appellation tellement générique qu'en fait, ça permet au département de pouvoir s'afficher comme étant le chef de file des solidarités humaines, certes, mais aussi des solidarités territoriales. On le voit sur plein d'autres problématiques. Vous avez cité l'eau tout à l'heure, qui est une compétence du bloc communal, mais où les départements essayent aujourd'hui d'avoir une offensive pour pouvoir, au titre de la solidarité territoriale, prendre des compétences sur les problématiques d'eau, et ça peut être sur plein d'autres sujets. Et donc, en fait, c'est ça, ce terme de solidarité humaine et territoriale, il est venu parce que le syndicat des départements qui s'appelle l'ADF, qui était du même parti que le gouvernement et du même parti que l'Association des régions de France et de France urbaine, etc., et ben, ils ont dit c'est comme ça qu'on arrivera à calmer la suppression de la clause générale de compétences des départements. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, le département, c'est plus un opérateur de l'État qu'autre chose, puisqu'il paye les allocations individuelles de solidarité, mais ce n'est pas lui qui en définit les contours, et heureusement. Ça fait partie du pacte social national qui le définit, mais que l'action sociale de proximité au quotidien, ce sont les CCAS. Alors oui, il fait de la protection de l'enfance, c'est de l'action sociale, mais ce qui n'est pas rien, mais l'action sociale de proximité au quotidien, ce sont évidemment les CCAS qui le font. Internet, vous vouliez réagir aussi, oui. Oui, parce que je pense que là, il y a quelque chose de très... D'ailleurs, il y a une question assez fondamentale là-dessus, mais je ne voudrais pas non plus qu'on s'éloigne de la volonté politique et de l'expression de la volonté politique. Là, il y a la question, effectivement, on pourrait se poser la question de la répartition, département, CCAS, etc. Mais oui, quand même, le département, et pourtant je représente Intercommunalité de France, mais le département est quand même pas mal chef de file, hein. La protection de l'enfance, l'autonomie, donc personnes âgées, personnes handicapées, les évaluations. Oui, mais c'est aussi important. Aujourd'hui, les moyens que l'on donne à un CCAS, c'est le projet politique de la commune, quand même. Moi, aujourd'hui, je suis vice-présidente de mon CCAS, puisque le président est évidemment le maire. 19 000 habitants. Louviers, c'est 19 000 habitants. Une dette héritée du passé qui est très importante. Des budgets qui sont contraints, comme beaucoup de collectivités. Mais on a un CCAS professionnalisé parce que les indicateurs de fragilité du territoire nécessitent qu'on ait une action sociale de proximité. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe sociale, d'accompagnement social pur, de 10 personnes. Voilà. 19 000 habitants, 10 personnes. Mais parce que c'est l'expression de la volonté politique. Et bien sûr, en complémentarité avec les collègues de l'accueil, et avec tout ce débat qu'on peut avoir sur action sociale, polyvalence de secteur versus spécialisation. Enfin, vous connaissez ça par cœur et mieux que moi. Mais voilà, en complémentarité. Donc, à un moment donné, je me dis, oui, bien sûr, on peut toujours imaginer une autre répartition. Mais d'abord et avant toute chose, et que veulent les élus ? Et si les élus le veulent, les moyens, ils vont les mettre aussi, en partie au moins. Après, on pourrait toujours faire mieux, mais je pense que si les élus le veulent, ils le peuvent aussi. Merci. Alors, 5h30, c'est un peu compliqué pour reprendre une question, sauf si vous voulez regarder la séance de cinéma dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, oui, donc il faut vraiment qu'on s'arrête. Je suis désolé. Merci à vous cinq. Je suis désolé. Hein, c'est vrai qu'on avait évoqué certains sujets qu'on n'a pas pu aborder. Donc il faudrait qu'on revienne. Oui, pour l'année prochaine, voire avant. Merci à vous et bonne fin de journée.